Ce document est aux Archives nationales dans le fond de l'abbaye de Saint-Denis. Au XVIIe siècle, dont Mabillon avait dit c'est un document qui doit dater des environs de 700. Depuis 20 ans, depuis que le document a fait l'objet d'une nouvelle édition par Hartmut Hatzma et Jean Vézin, toute une série d'études ont amené à reconsidérer la date de ce document qui, selon la dernière étude, devrait être placé entre 567 et 584. Ce document est en fait une copie sur papyrus. Ce n'est pas un document original, mais c'est une copie qui a un caractère un peu particulier. C'est un testament, tout d'abord. C'est un testament de femme. C'est pour la période le seul testament de femme que nous conservions, pour l'époque franque. Et lorsque la testatrice mourait, il fallait aller faire enregistrer son document par la curie municipale qui délivrait, sur la demande des ayants droit, une copie. C'est donc un document qui a une pleine valeur de droit. Ce n'est pas simplement une copie pour rappeler la mémoire de l'acte testamentaire. C'est véritablement une copie qui peut être produite devant un tribunal en cas de litige. Pourquoi une copie à Saint-Denis? Parce qu'il est question de Saint-Denis pour un legs très modeste. La donatrice, Ermintrude, a donné une paire de literies et une paire de couvertures aux frères de Saint-Denis. Ce document a beaucoup d'intérêt pour d'autres raisons. Il énumère beaucoup d'églises parisiennes, et puis il énumère aussi beaucoup de localités qui sont aujourd'hui situées entre Seine et Marne, dans l'actuel département de Seine-Saint-Denis et l'actuel département de la Seine-et-Marne. Le support, c'est du papyrus. Alors, ce papyrus, comme à l'époque romaine, vient de la basse vallée du Nil. Et on sait qu'arrivaient constamment dans le port de Marseille des cargaisons de papyrus. Sur ce papyrus, on utilisait à la fin du VIe siècle une écriture qui est directement dérivée de l'écriture romaine, une écriture romaine qui est apparue au IIe, IIIe siècle après Jésus-Christ, qui a pris diverses formes. Cette écriture, évidemment, nous est aujourd'hui peu accessible. Ce testament d'Ermintrude, on a longtemps pensé que c'était le testament, disons, d'une femme moyenne de l'aristocratie, parce que c'était ce testament retrouvé un petit peu par hasard, puisque c'est parce qu'il a été réutilisé sur son autre côté qu'il nous a été conservé. C'est pas du tout pour son contenu qu'il nous a été conservé. Nous sommes dans une société où ces groupes aristocratiques s'affrontent, où ces groupes aristocratiques s'allient également, et donc construisent et déconstruisent en même temps cette société complexe qui est cette société mérovingienne. Par l'étude des noms, on s'aperçoit que ces personnes sont alliées aux plus grandes familles, à la famille des Agilolfides en particulier, cette famille des Agilolfides qui a donné plusieurs personnes royales au tournant des 6e et 7e siècles. On en a d'autres indices, toujours dans ce testament, c'est que les signataires du testament, ceux qui co-signent le testament avec Ermintrude, c'est un comte Mumolus. Si nous cherchons dans Grégoire de Tours, nous avons un Mumolus, comte de Paris. Nous avons un Spater, Spatarius, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on sait ce que ça veut dire, c'est le porte-glaive. Et dans les royaumes mérovingiens, il y a au palais des gens qui portent ce titre, qui est un titre plutôt byzantin, on le connaît bien pour l'Empire byzantin, mais représentant du palais. Donc un représentant du palais royal co-signe ce testament. Et puis le troisième, c'est un défenseur civitatis, le défenseur de la cité. Le défenseur de la cité. Et donc, nous avons les trois pouvoirs qui sont auprès de Ermintrude. Le pouvoir du comte, qui est le pouvoir le plus immédiat, sans doute le comte de Paris. Le pouvoir de ce Spater, donc personnage important du palais. Et puis le pouvoir de ce défenseur, personnage important de la cité, très vraisemblablement de la cité de Paris.